Les opportunités du changement. Le mot opportunité peut être délicat à entendre quand on parle de changement. Parce que dans le langage courant, on associe souvent une opportunité à quelque chose de positif. Une chance, une occasion favorable, une porte qui s'ouvre, un bon côté à trouver. Et quand le changement est douloureux, subi, brutal ou vécu comme injuste, parler d'opportunité peut vite donner l'impression qu'on essaye de maquiller la douleur, comme si la perte devait forcément devenir inspirante, comme si l'épreuve devait obligatoirement cacher un cadeau, ou qu'on devait immédiatement y voir le positif. Ce n'est pas de cela que je veux parler aujourd'hui. Quand je parle des opportunités du changement, j'aimerais revenir à une définition plus basique du mot opportunité. Une opportunité, c'est ce qui se produit à propos, ce qui convient au temps, au lieu, aux circonstances. Autrement dit, une opportunité n'est pas forcément quelque chose de joyeux. Ce n'est pas obligatoirement quelque chose que l'on aurait choisi, ni même une bonne nouvelle. C'est parfois une prise de conscience qui devient possible parce que les circonstances ont changé. Une question qui arrive au bon moment, un choix qui devient nécessaire, une ressource que l'on découvre parce que la situation nous oblige à la remarquer, une nouvelle manière de vivre qui devient plus adaptée au temps, au lieu et aux circonstances. C'est dans ce sens-là que j'ai envie d'explorer les opportunités du changement aujourd'hui. Pas pour nier ce qui fait mal, ni pour justifier l'inacceptable, ou pour transformer chaque perte en leçon, mais pour regarder ce que le changement rend visible, possible ou nécessaire. Les opportunités du changement. Et si on osait en parler autrement? Bienvenue dans Le bonheur à la vie à la mort, le podcast où on se choisit en optimisant ses ressources sans se renier ni s'ignorer. Je suis Victoria Bonheur, accompagnatrice en élévation personnelle, tisseuse d'élan fluide et de clarté. Ce podcast est un espace de réflexion sans injonction pour celles et ceux qui veulent vivre autrement, avec plus de justesse, plus de paix, plus de présence. Aujourd'hui, nous arrivons au 4e et dernier épisode de cette série autour des mécanismes du changement. Dans cette série, nous avons regardé ce qui meurt quand quelque chose change. Nous avons reconnu certaines stratégies de survie qui nous ont aidés hier, mais qui peuvent nous freiner aujourd'hui. Nous avons parlé de résistance au changement et de l'importance d'informer, de former et d'impliquer notre propre système intérieur pour mieux traverser la période. Chaque épisode est indépendant, même s'ils sont reliés entre eux. Donc, si jamais tu n'as pas encore écouté ces épisodes-là, ne t'inquiète pas, ça ne va pas t'empêcher de suivre ce que je vais te partager aujourd'hui. Mais si ces sujets t'intéressent, je t'invite à les retrouver sur ma chaîne Victoria Porte-Bonheur dans le podcast Le bonheur à la vie à la mort. Aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions des opportunités du changement. Pas au sens de tout est merveilleux, ni de tu dois être reconnaissante de ce qui t'arrive, ou encore si ça arrive, c'est forcément que tu l'as attiré, mérité ou choisi. Non. Certaines choses arrivent sans notre aval, certaines choses font mal, sont injustes ou nous dépassent. Certaines choses viennent chambouler une vie, un corps, une relation, un sentiment de sécurité, une projection. Et dans ces moments-là, la première question qui nous vient à l'esprit, c'est rarement: «Quelle opportunité se cache derrière ça?» Non, c'est plutôt: «Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi comme ça?» Et ces questions sont normales. Je ne vais pas te demander de les balayer trop vite si elles te viennent à l'esprit, parce que souvent, «Pourquoi ça m'arrive?» traduit la sidération qu'on ressent dans ces cas-là. La colère, l'injustice, la peur, le besoin de comprendre, le besoin de retrouver un peu de sens dans ce qu'on vit quand la situation a évolué trop vite pour nous. Cette question dit simplement: «Je ne suis pas encore prêt ou prête à intégrer ce qui vient de se passer» et c'est tout à fait respectable. Mais il arrive un moment, pas nécessairement tout de suite, où une autre question peut commencer à dissiper le brouillard pour ouvrir une autre voie. Non plus seulement: «Pourquoi ça m'arrive?» mais: «Maintenant que c'est là, qu'est-ce que ce changement me permet de voir, de vivre, de quitter, d'apprendre, de protéger ou de choisir?» C'est là que l'opportunité se dessine. Pas dans l'événement lui-même, pas dans la douleur, ni dans la perte, mais dans la marge de réponse qui peut émerger à partir de ce que la vie a mis en place. Et je crois que cette nuance est essentielle,
parce qu'un décès, par exemple, n'est pas une opportunité en soi. La mort d'une personne que l'on aime est difficilement vécue comme une opportunité. La perte est factuelle, l'absence est manifeste, la douleur est incontestable, le manque est établi. Le vide laissé dans le quotidien est tout à fait réel et le fait de ne plus pouvoir appeler cette personne comme avant, lui parler comme avant, la voir comme avant, partager certains moments avec elle comme avant est une réalité qui est difficile à vivre. Il n'y a pas à minimiser cela. C'est inapproprié, selon moi, de dire il faut avancer, il faut être fort ou forte, il faut voir le positif. Il ou elle n'aurait pas voulu que tu sois triste. Non. Quand quelqu'un de proche meurt, quelque chose change profondément en nous, dans notre vie de tous les jours, dans notre corps, dans nos repères, dans les liens qu'on entretient avec le monde, dans nos habitudes, dans les lieux qu'on fréquente, dans les gestes du quotidien, dans les silences. Et parfois, on est confronté à l'absence dans les détails qui sont minuscules, insignifiants. Par exemple, c'est un numéro qu'on ne compose plus, une chaise vide, une musique, une odeur, une phrase qu'on aurait aimé partager, un événement qu'on aurait voulu raconter, un message qu'on ne s'autorise plus à envoyer parce qu'on pense qu'il ne sera pas lu. Alors je le redis, la douleur n'est pas à nier, la perte est réelle. Le décès d'une personne que l'on aime induit des changements qui viennent remettre notre vie en perspective. Non pas parce que la mort de cette personne serait une chance, mais parce que la mort nous rappelle quelque chose que nous savons en théorie et que nous oublions souvent un peu trop dans le quotidien. La vie s'arrête sans crier gare. Un jour, ce n'est pas une date fiable. Plus tard, ce n'est pas un contrat signé avec l'existence. Et quand cette réalité redescend dans le corps, elle peut nous amener à regarder notre vie autrement. Qu'est-ce qui est réellement important? Qu'est-ce que je mets en stand-by pour un plus tard incertain? Quelle conversation je repousse alors qu'elle compte pour moi? Quel projet je garde dans un coin de ma tête sans jamais lui donner de la place dans ma vie? Quel lien mérite davantage de présence? Quelle situation ou relation ne mérite plus que j'y consacre autant d'énergie? Qu'est-ce que j'attends pour me choisir davantage? Qu'est-ce que je veux transmettre pendant qu'il est encore temps? Ces questions ne rendent pas la perte moins douloureuse, mais elles peuvent devenir opportunes, c'est-à-dire qu'elles conviennent au temps, au lieu, aux circonstances. Parce qu'à ce moment-là, la vie elle-même nous rappelle que le temps se vit, mais qu'il n'est pas garanti. Et le deuil révèle aussi qui est là pour nous dans la traversée, qui appelle, qui écrit, qui passe, qui écoute réellement, qui reste présent même s'il ne sait pas toujours quoi dire, qui respecte le silence, qui nous laisse pleurer sans nous presser, qui nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Et il révèle aussi les absences, les personnes que l'on croyait proches qui disparaissent, les liens que l'on entretenait beaucoup mais qui ne nous soutenaient pas vraiment, les espaces où on donnait beaucoup sans recevoir. Et ce n'est pas toujours agréable à voir, mais c'est une information sur nos soutiens, sur nos ressources, sur ce qui mérite d'être nourri, sur ce qui demande peut-être à être réajusté. Et parfois, dans la douleur, on découvre aussi des ressources que l'on n'avait pas vues. Une capacité à demander de l'aide, une force de présence, une foi, une solidarité familiale, une amitié, un professionnel, un groupe, une capacité à s'organiser, à tenir un jour de plus ou à s'effondrer sans disparaître, une capacité à aimer encore, même dans l'absence. Parce que l'amour ne s'arrête pas avec la présence physique. On peut continuer à aimer quelqu'un qui n'est plus là comme avant. On peut continuer à être soutenu par son souvenir, parce que qu'il ou elle nous a transmis une phrase, une valeur, une manière de rire, une exigence, une douceur, une force. Et parfois, le souvenir de cette personne que l'on aime toujours, indépendamment de son absence, peut nous soutenir à faire quelque chose, à vivre un peu plus dans notre vérité, à ne plus attendre autant pour passer à l'action, à prendre soin de ceux qui sont encore là, à dire je t'aime, à demander pardon, à pardonner aussi peut-être, à créer, à transmettre, à honorer une valeur, à choisir une vie plus alignée avec ce qui nous anime au fond de nous. Non pas parce que la mort sublime tout, mais parce que l'amour qui reste peut devenir un support, un appui, une force silencieuse, une façon de se dire
Puisque la vie est fragile, je vais essayer de l'habiter avec plus de présence. Et c'est cela pour moi une opportunité du changement. Pas la douleur, pas la perte, pas le choc, mais ce qui peut émerger dans notre manière de répondre à ce que la vie a mis sur notre chemin. Et cela ne concerne pas seulement le deuil. On a vu dans les épisodes précédents effectivement qu'il y a un deuil quand il y a changement. Et une rupture, quel que soit le domaine, qu'il soit pro ou perso, peut être douloureuse et en même temps révéler que l'on s'était perdu dans cette relation. Une fatigue persistante peut être inquiétante et en même temps révéler que notre rythme n'est plus négociable. Une fin professionnelle peut être déstabilisante et en même temps mettre en lumière qu'on avait confondu notre valeur avec notre utilité. Un conflit peut être désagréable et en même temps révéler une limite qui n'a pas été respectée depuis longtemps. Un projet qui s'arrête peut être frustrant et en même temps ouvrir un nouvel espace pour remettre en question la direction qu'on avait prise jusqu'à maintenant. Une porte qui se ferme, ça peut être douloureux et en même temps nous obliger à reconnaître que nous n'avions peut-être plus vraiment envie de passer par là. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est souvent significatif. Le changement déplace les meubles à l'intérieur de nous. Et il arrive que ce soit seulement quand tout bouge que l'on voit ce qui prenait trop de place, ce qui était devenu automatique, ce qui était toléré depuis trop longtemps, ce qui était familier mais pas forcément nourrissant, ce qui nous vidait, ce qui nous appelait depuis longtemps, ce que nous repoussions en disant plus tard. Et parfois, l'opportunité du changement, c'est justement cette lucidité. Je ne peux plus prétendre que je ne sais pas. Je ne peux plus continuer exactement comme avant. Je ne peux plus me raconter la même histoire. Je ne peux plus reporter indéfiniment ce qui m'appelle. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que tout changement doit être transformé immédiatement en prise de conscience lumineuse. Il y a le sens que l'on impose, il y a le sens qui émerge. Le sens que l'on impose arrive trop vite. Il dit: «Tu dois comprendre maintenant, tu dois voir le positif, tu dois trouver la leçon qui se cache derrière cet événement, tu dois être inspirant ou inspirante, tu dois prouver que tu as grandi». Et là, ça nous violente parce que le sens imposé ne laisse pas le temps au corps et au cœur d'intégrer ce qui s'est passé. Le sens qui émerge est différent. Il ne force pas, il ne maquille pas, il ne nie pas non plus et il ne justifie pas tout ce qui se passe. Mais pour qu'il émerge, eh bien, ça prend parfois un peu de temps. Il apparaît plus tard, dans une conversation, dans un silence, dans une sensation. Il pop comme une évidence tranquille. Il permet de dire: «Je ne comprends pas tout, je n'aurais pas choisi cela, je n'aime pas ce qui arrive et pourtant quelque chose en moi commence peut-être à voir la situation autrement». Ce sens-là peut cohabiter avec la douleur sans la minimiser. Je peux être triste et commencer à choisir. Je peux être en colère et poser une limite. Je peux être perdue et demander de l'aide. Je peux être bouleversée et sentir qu'une possibilité existe quelque part. Tu n'as pas besoin d'être parfaitement aligné pour répondre à ce qui se passe dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'être en paix pour décider de la prochaine action. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris et identifier le sens, absolu du changement pour chercher à sortir la tête de l'eau. Et c'est quelquefois dans le mouvement imparfait que l'opportunité devient visible. C'est là que notre responsabilité peut trouver une place juste. Pas dans la culpabilité parce que si jamais tu te dis: «Tout ce qui arrive, c'est de ta faute, tu l'as attiré, tu l'as mérité, tu l'as créé», mais ça peut créer un blocage. Au contraire, non. Je parle de la responsabilité comme capacité à réagir. Nous ne sommes pas responsables de tout ce qui nous arrive. Nous ne contrôlons pas tout et nous ne choisissons pas tout, parce que sinon on ferait d'autres choix. Mais parfois, au milieu de ce que nous n'avons pas choisi, il reste une possibilité de réaction, de demander de l'aide, de nommer ce qui fait mal, de faire de l'espace pour accueillir ce qu'on ressent. Ça peut être poser une limite, protéger ce qui doit l'être, réorganiser ce qui peut l'être et dire ce qui est présent pour nous à l'instant T. Parce qu'il y a des moments dans la vie où il est important d'arrêter de reporter une décision, d'accepter un soutien,
de respirer entre 2 vagues émotionnelles, de décider que cet événement ne choisira pas seul ce que nous devenons. Ce n'est pas quelque chose de spectaculaire, ce n'est pas quelque chose de révolutionnaire, mais c'est vivant. Et parfois, répondre à la vie, c'est juste envoyer un message, prendre un rendez-vous, se reposer, manger quelque chose, pleurer sans s'excuser, ranger un espace, écrire une phrase, dire non, dire oui, parce qu'on parle beaucoup de dire non, mais il y a aussi apprendre à dire oui, demander à quelqu'un de rester un peu plus longtemps. Parfois, l'opportunité est minuscule, mais elle est réelle et elle se trouve dans la marge. Cette marge peut suffire à recommencer à bouger. C'est un espace où tu peux dire: «Je ne nie pas ce qui s'est passé, je ne minimise pas ce que je ressens, je ne prétends pas non plus que tout va bien, mais je refuse que cet événement décide seul de qui je deviens». Je crois aussi que l'imagination peut nous aider à repérer cette marge, à créer cet espace où on va opérer ce changement de focus. Parce que souvent, quand le changement nous secoue, notre imagination part dans tous les sens. Elle fabrique des scénarios, elle anticipe le pire, elle rejoue la perte, elle nous projette dans des futurs où nous n'y arriverons pas. Et notre corps réagit comme si tout cela était déjà en train d'arriver. Il se tend, il se crispe, il se ferme, il se prépare. Et d'ailleurs, nous parlerons de ça plus en détail dans une série consacrée à l'anxiété. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais simplement poser cette idée. L'imagination peut fabriquer des catastrophes, mais elle peut aussi nous permettre de nous focaliser sur des lignes de vie plus apaisées. Pas pour fuir le réel, ni se raconter une histoire toute rose, mais pour explorer une possibilité, une version de toi qui reçoit du soutien, une version de toi qui ose dire la vérité et qui est accueillie et acceptée, une version de toi qui pose une limite, une version de toi qui demande de l'aide, une version de toi qui reprend son souffle, une version de toi qui ne se laisse pas entièrement définir par ce qui lui arrive. L'imagination est parfois décrite comme une façon de se souvenir du futur. Elle peut aider ton corps à sentir qu'il existe un chemin. Pas forcément un chemin parfait, ni sans douleur, mais un chemin quand même. Parce qu'un événement peut marquer profondément, mais tant que tu es en vie, il y a une possibilité de retrouver ton équilibre. Alors, si tu vis un changement particulièrement challengeant en ce moment, je t'invite à ne pas te demander tout de suite d'être inspirant ou inspirante. Ne te demande pas non plus d'être positif ou positive H24. Non, autorise-toi à accueillir ce qui est présent pour toi là maintenant. Et seulement quand tu as la sensation qu'un peu d'espace revient, parce que oui, l'amour reste et la douleur n'est pas obligée de s'accrocher pour prouver que l'amour existe. Et quel que soit ce que tu vis, à un moment donné, tu vas sentir que l'espace revient. C'est subtil au début, ça peut juste se trouver dans ta façon de respirer ou dans la sensation que c'est un peu moins lourd. Tu peux commencer à te demander: qu'est-ce que ce changement m'invite à observer? Qu'est-ce qu'il me permet de modifier? Qu'est-ce qu'il me pousse à apprendre? Qu'est-ce qu'il rend peut-être possible autrement maintenant? Quelle version de moi peut émerger désormais, non pas malgré ce que j'ai vécu, mais avec tout ce que j'ai traversé? Cette dernière question est particulièrement importante parce que nous croyons parfois que la suite doit se construire malgré ce qui s'est passé, comme s'il fallait effacer, contourner ou faire comme si. Mais la suite se construit avec ton histoire, avec les cicatrices, avec les apprentissages, avec les nouvelles limites, avec les désirs différents, peut-être plus clairs, avec les évidences que l'on ne peut plus ignorer. Ce n'est pas toujours la vie que l'on avait prévue, ce n'est pas toujours la version que l'on aurait choisie non plus, mais c'est la vie dans laquelle tu es là tout de suite. C'est une vie à habiter, à orienter, une vie qui ne nie pas l'avant, mais qui ne t'y enferme pas non plus. Et si cet épisode vient clôturer cette série sur le changement, j'aimerais le faire avec cette idée. Changer, ce n'est pas seulement perdre, ce n'est pas seulement survivre, ni s'adapter. Changer, c'est aussi découvrir une opportunité de réagir autrement à la vie. Pas parce que tout devient tout beau, tout nouveau, ni que tout devient juste,
et encore moins parce que tout devient facile, mais parce que quelque chose dans les circonstances peut devenir propice à une prise de conscience, à un nouveau choix, à un ajustement, à une libération, bref, à une mise en mouvement. Alors, je te propose un exercice pratique. Tu peux choisir un changement que tu vis actuellement ou un que tu as déjà vécu, peu importe l'ancienneté. Et ça peut être un changement que tu avais toi-même initié ou alors un changement que tu as subi. Et commence par respecter la première question si elle est là. Pourquoi ça m'est arrivé? Écris ce que cette question appelle comme réponse et regarde ce que ta réponse contient comme émotion. Il peut y en avoir plusieurs et elles peuvent être même contradictoires. Ne te censure pas. Tu peux mettre pause si jamais tu as besoin de prendre le temps d'écrire justement. Ensuite, tu vas te demander, est-ce qu'elle contient de la colère, de la tristesse, de l'injustice, de la peur, de l'incompréhension, un besoin de réparation, un besoin de reconnaissance? Ne te censure pas. Puis, quand tu sens que c'est possible, pose-toi l'autre question. À quelles opportunités ce changement m'ouvre-t-il? Pas en cherchant une réponse spectaculaire ni une phrase super lumineuse, hein. Non, non, tu commences petit avec ce qui te vient spontanément. Peut-être que ce changement t'invite à demander de l'aide, à poser une limite, à ralentir, à changer de rôle, à reconnaître une envie particulière, une fatigue, avoir une relation autrement, à prendre une décision que tu repoussais depuis non et non, non et à l'accompagner d'actes significatifs, à choisir une nouvelle manière de te soutenir. Et si tu traverses le deuil d'un être cher, peut-être que la question peut prendre une forme différente. Qu'est-ce que l'amour que je porte encore à cette personne me soutient à faire, à vivre, à dire ou à honorer? Tu n'es pas obligé d'y répondre aujourd'hui, là tout de suite, mais peut-être qu'un jour, le fait d'avoir déjà entendu cette question, la réponse popera simplement dans ton esprit à un moment donné où tu laisseras tes idées vagabonder. Et si aucune réponse ne te vient, tu peux simplement écrire: «Pour l'instant, je ne sais pas encore». C'est une réponse qui est tout à fait valable. Elle laisse la porte ouverte sans forcer. Pour aujourd'hui, je t'invite à retenir simplement ceci. Tu n'as pas à nier ce qui fait mal pour retrouver l'élan de continuer. Tu n'as pas à justifier ce qui est injuste pour reprendre une part de pouvoir. Tu n'as pas à sourire devant la perte pour avancer. Et quand tu seras prêt ou prête, tu peux identifier la marge de vie qui reste disponible. Tu peux chercher ce que ce changement te permet de vivre, de voir, d'apprendre, de quitter, de choisir, de protéger ou d'ouvrir. Parce que tant que tu es en vie, il y a une possibilité d'aller mieux, une possibilité d'ajustement, une possibilité de création et surtout une possibilité de retrouver ton équilibre. Je t'invite à prendre le temps de noter ce que ça te fait d'entendre ça, parce que les pensées sont volatiles et parfois revenir sur nos écrits, sur ce qu'on a pensé, ça nous permet aussi de prendre du recul vis-à-vis de ce qui nous traversait l'esprit à l'époque. Et si tu en ressens le besoin, tu peux aussi me contacter pour que je t'accompagne dans le processus en cliquant sur le lien dans la description. Parce que parfois, on n'a pas besoin que quelqu'un nous dise que tout ira bien, on a besoin d'un espace pour sentir que même là, une part de vie peut encore exister et peut être agréable à traverser. Merci encore d'être entré dans cette bulle avec moi. Je t'encourage à partager cet épisode si tu sens que ça peut aider quelqu'un que tu connais à renouer avec le bonheur et la joie. Si ce sujet t'a plu, n'hésite pas à le manifester en mettant un pouce en l'air ou en commentant ce qui a particulièrement résonné pour toi. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne Victoria Porte-Bonheur et activer les notifications pour être informé dès qu'il y a un nouvel épisode qui sort. Tu peux aussi me retrouver dès maintenant sur Instagram Victoria Porte-Bonheur. Parce que le bonheur n'est pas un luxe, c'est un appel à l'alignement de soi, à la vie, à la mort. C'était Victoria Bonheur, dans le bonheur, à la vie, à la mort, le podcast où on se choisit en optimisant nos ressources sans se renier ni s'ignorer. À bientôt!